Nous allons retourner dans l'histoire profonde, comme vous allez voir. Et je voudrais maintenant préciser la question du système électoral. Mais pour y parvenir, toujours sur ce débat actuel concernant le tirage au sort contre le suffrage universel. Mais pour préciser la question, je voudrais rappeler les liens étroits qui existent entre le suffrage universel, le principe constitutif de la souveraineté populaire dans une république démocratique. Ces trois liens ensemble. Alors ces notions sont fort anciennes et je pense qu'il est éclairant de le savoir. Je voudrais faire ce rappel. Alors dans notre histoire, puisque c'est celle du domaine ouest européen, elles se sont constituées lentement, de façon difficile, compliquée, mais elles se sont constituées depuis la chute de l'Empire romain qui s'est réalisée au IVe siècle de notre ère. Je remonte loin, on a été encore plus loin que moi tout à l'heure, donc on se rapproche de notre présent, mais ce n'est pas tellement la question. La question, c'est que la chute de l'Empire romain a produit finalement une avancée tout à fait remarquable, une avancée dans l'apparition de pratiques démocratiques fondées sur la souveraineté populaire, et également dans le développement de la conscience des droits des personnes et des libertés publiques. Et c'est aussi le moment de l'apparition des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ça mérite quand même d'être rappelé. Alors, je résumerai ces deux avancées en deux temps. Le premier temps, c'est du IVe au Xe siècle, rassurez-vous, je serai rapide. L'Empire d'Occident s'effondre devant l'alliance de trois forces sociales qui vont réussir à s'allier, s'unifier, pour construire quelque chose de complètement nouveau. Alors ces trois forces sociales, ce sont lesquelles? Rapidement. Les peuples qui sont conquis par les Romains, comme par exemple les Celtes, les Gaulois, etc. Ensuite, les esclaves qui travaillent sur les latifondia des citoyens romains, dans les territoires occupés et ailleurs. Et troisièmement, les envahisseurs barbares qui arrivent par petits groupes, lentement, étalés sur plusieurs siècles, puisque la chose dure longtemps, vous l'avez saisi avec la chronologie que je viens de rappeler, qui est très très lente. Au début, les relations étaient certainement tendues, mais elles ont commencé à se construire en alliance et elles ont permis la chute de la conquête romaine. Alors, ces trois forces, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mélangé, elles ont mixé, elles ont mêlé leur culture et leur conception de la liberté et du droit pour fonder de nouvelles langues, pour fonder de nouvelles sociétés en mettant fin à la civilisation romaine. Et en même temps, des éléments de la culture romaine, et en particulier dans le droit romain, ont été choisis, triés et transformés. Et il y a eu une créativité tout à fait extraordinaire dans cette période du Moyen-Âge, le long Moyen-Âge, au niveau de l'invention de droits nouveaux, fondés sur quelque chose qui unifie ces trois forces sociales, le rejet de l'esclavage et de la conquête politique. Deux choses, toujours liées. Dans un second temps, du XIe au XIVe siècle, ces sociétés ont connu un nouveau bouleversement avec l'apparition d'une nouvelle forme de domination qui était la féodalité à servage. Et un profond mouvement de refus de cette forme de domination a commencé à partir du XIe siècle et s'est étendu lentement sur plusieurs siècles, s'est propagé dans tout le domaine ouest européen. C'est alors que les paysans ont imposé aux seigneurs un contrat social sous la forme de chartes de communes. Et dans les chartes de communes, ils exposaient leurs libertés et franchises, c'était les mots qu'ils avaient choisis, leurs libertés et franchises, et les communautés villageoises se sont fait reconnaître peu à peu dans toute cette période leur personnalité juridique. Ce mouvement de charte a gagné toutes les catégories de la société. Les villes, les communes urbaines, elles étaient très réduites à cette époque-là, mais elles existaient quand même. Les corps de métier, les monastères, les couvents, l'ordre de la chevalerie, bref,
tout le monde se constitue sous cette forme de petites unités. Et je voudrais rappeler encore rapidement que la communauté villageoise, qui est la plus importante, la plus nombreuse, la plus répandue, est organisée de la manière suivante. Il y a une assemblée générale des habitants. Les habitants de la communauté villageoise, comme les membres d'un corps de métier, c'est un titre qui définit le statut juridique de la personne. Et les assemblées générales des habitants des deux sexes se réunissent parce que ce peuple qui est là a une conception égalitaire des libertés et des franchises. Le terme franc a pris un sens tout à fait intéressant. C'était le nom d'une ethnie, d'un peuple germanique qui était arrivé en dernier dans la victoire, enfin qui a contribué à la victoire finale de la chute de l'Empire romain. Et il a signifié dans toute la période, et ensuite, après, trois choses. La liberté contre l'esclavage, la franchise, l'honnêteté, et le mot franchise aussi, qui veut dire droit de vote. Ces trois choses étant liées, c'est intéressant comme tout de le comprendre. Et le mot franchise existe encore en anglais pour désigner le droit de vote. Je vous renvoie au travail de Marc Bloch sur cette question. Et puis enfin, au XIIe siècle, à l'université de Bologne, le terme droit naturel, qui vient du droit romain, a été repris, réemployé, redéfini par Gratien pour exprimer les fondements éthico-juridiques de ces sociétés en construction, de ces sociétés médiévales. Et Gratien a défini la liberté comme un droit universel du genre humain, comme un pouvoir, comme une liberté exercée selon la raison humaine. La nouvelle définition de ce droit naturel individuel affirmait la chose suivante. Les humains naissent libres et doivent le demeurer. Et enfin, la monarchie elle-même s'est transformée au XIVe siècle, et dans le royaume de France, le roi a proposé de faire de sa justice un tribunal d'appel en cas de conflit entre toutes ces petites unités. Il a fait mieux, il a institué les États généraux, son grand conseil élargi aux représentants de toutes ces petites unités qui participaient aux décisions dans les moments importants. Et enfin, le roi s'est engagé à prendre la défense de ses sujets contre toute tentative de rétablissement de l'esclavage ou du servage. Alors je viens de rappeler ce que le Moyen-Âge a pu élaborer comme idée de souveraineté populaire, conçue comme un droit du peuple à exercer sa liberté politique au niveau local comme au niveau national avec les États généraux. Je vais maintenant préciser le suffrage universel et le système électoral qui sont hérités de cette période. Le système électoral des communautés villageoises les plus nombreuses, une fois de plus, était celui du commis de confiance. Le commis de confiance est choisi par les électeurs et il est chargé d'une mission dont il était responsable. Il devait rendre des comptes à ses électeurs ou ses commettants. La fonction de commis de confiance est bien connue du monde romain, c'est bien évident, qui en faisait de multiples usages. Mais c'est au Moyen-Âge que cette notion, cette chose qui va s'institutionnaliser, a été adaptée à l'Assemblée générale des habitants comme un système électoral démocratique sous le contrôle permanent des électeurs. Que le commis de confiance soit élu comme administrateur de la communauté villageoise ou comme représentant aux États généraux, il était choisi par les électeurs, chargé d'une mission ou de doléance, et s'il perdait la confiance de ses électeurs, il était tout simplement révoqué et remplacé. Ce commis de confiance était donc chargé, on l'a compris, d'une lourde responsabilité vis-à-vis de ses commettants. Alors je prends maintenant rapidement l'exemple de la Révolution française de 1789. La crise de la monarchie avait poussé le roi à convoquer les États généraux en 1789. Je rappelle que la monarchie ne les avait plus réunis depuis 1614, ça veut dire plus d'un siècle et demi. Et elle avait été qualifiée dans toute cette période de pouvoir despotique et tyrannique précisément parce qu'elle ne convoquait plus les États généraux. Or, elle se sent obligée de le faire en 1789 et elle l'a fait.
Et puis les États généraux ont réalisé une première révolution juridique en se déclarant Assemblée nationale constituante et en remplaçant la souveraineté du roi par la souveraineté du peuple ou de la nation, ces deux termes étant équivalents alors. Le roi a tenté de s'y opposer en opposant, en préparant la répression, mais il a été devancé et empêché par un immense mouvement populaire qui a été formé de la jacquerie, la grande jacquerie de juillet 1789, en même temps la révolution municipale qui a permis de prendre le pouvoir local et de créer des gardes nationales, locales également. Et au début du mois d'août 1789, la grande institution de la monarchie s'était écroulée. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est réaffirmée le droit naturel de liberté tel que Gratien l'avait formulé. Je rappelle l'article 1er de la Déclaration de 89. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dès le début de la Révolution, le mouvement populaire a rétabli partout dans le pays l'Assemblée générale des habitants, qui fut ensuite institutionnalisée avec les communes. Les pratiques médiévales du système électoral du comité de confiance ont été rétablies en même temps. C'était celle que connaissait le mouvement populaire. C'était sa culture, il l'a rétablie. Et je rappelle que l'institution révolutionnaire par excellence de l'époque, c'était l'Assemblée générale communale. Il y avait des partis politiques et des sociétés politiques, mais l'institution principale, c'est l'Assemblée générale communale. Alors la Révolution française, comme tentative de construire une république démocratique et sociale éclairée par une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour servir de boussole aux citoyens et aux législateurs, a échoué avec le 9 Thermidor, 27 juillet 1794. Et je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est sortie, disparue du droit constitutionnel français depuis 1795, avec le suffrage universel des deux sexes, depuis 1795 jusqu'en 1946. Ça fait long. Je passe maintenant à la Commune de Paris, la Commune de 1871, dernier témoignage de ce système électoral du comité de confiance au service d'un suffrage universel sous le contrôle des citoyens. L'insurrection du peuple de Paris, le 18 mars 1871, qui avait été organisée par les gardes nationales, a donc eu lieu. Et les gardes nationaux ont décidé de restituer le pouvoir au peuple en organisant les élections de la commune de Paris. La grande espérance consistait évidemment à créer, à emporter un mouvement dans tout le pays, à travers tout le pays, ce qui ne s'est pas fait, comme on le sait, d'élections de communes qui se fédéreraient ensuite entre elles pour fonder la nouvelle République. Le texte de l'appel rédigé par les gardes nationaux pour ces élections résume de façon tout à fait intéressante le système électoral du comité de confiance, responsable devant les électeurs et révocable. Je cite quelques formules de ce texte parce qu'il est tout à fait intéressant. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire, vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Fin de citation. L'élu est donc au service des électeurs. Et il ne s'agit pas de rechercher des stars des médias, comme nos systèmes actuels s'acharnent à les fabriquer, nous en avons fabriqué un récemment qui est de toute beauté, mais de trouver des personnes capables d'assurer ce service public par excellence et d'assumer cette lourde responsabilité qui va leur incomber. Les électeurs ont donc tout intérêt à trouver des gens de confiance qu'ils connaissent et à qui ils vont pouvoir confier une mission. Ce système électoral affirme le principe selon lequel c'est bien aux électeurs de choisir leur mandataire et non à ces derniers de présenter leur candidature pour se faire élire.
Il s'agit d'une conception de la politique qui est fondée sur le principe de la souveraineté populaire effective et pas seulement déclarée. Et si l'on compare avec notre système actuel, il est clairement énoncé dans l'article 3 de notre Constitution, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Fin de citation. Comme on l'aperçoit, on renvoie ici tout de suite le souverain au système électoral. Mais celui-ci n'a rien à voir avec celui de la commune. Il n'est pas précisé d'ailleurs dans le système de la Constitution. Nous sommes convoqués à certaines dates bien précises juste pour déposer un bulletin de vote dans une urne. Et nos représentants ne sont pas révocables. On s'en est aperçu. Ce ne sont pas non plus les électeurs qui les choisissent. Ils sont présentés par le système des partis politiques qui interfèrent entre les électeurs et les représentants. Résultat, les candidats ne sont pas choisis par les électeurs, mais par les partis. Ils ne sont pas les mandataires des électeurs, mais de leur parti. Et ce sont alors les élus des partis qui vont prendre les décisions souveraines, c'est-à-dire la formation des lois. Dans notre système actuel, le peuple n'est souverain que sur le papier de la Constitution. Et c'est déjà pas mal, ça nous rappelle des choses. Le système électoral organisé par les partis politiques l'en empêche. C'est ainsi que le transfert de la souveraineté s'opère du peuple aux élus dans notre système, et c'est encore ainsi que nos élus sont devenus nos maîtres. Je vous remercie de votre attention.